On commençait dans un petit village à Avlanches et puis un jour d'être footballeur pro, ouais, c'était le rêve, c'est plutôt un rêve de gosse qui se réalisait. Comment on décide ensemble, le rapport à la terre, là, une forme de souveraineté alimentaire, dans notre propre cercle ou dans un rayon de quelques kilomètres. Comment on peut subvenir à nos besoins. On était 12, 13 mecs du village, plus ou moins, qui sont des copains, des relations du cas que j'avais envie d'approfondir en leur disant est-ce que ça vous dit rendez-vous telle date pour un premier cercle d'hommes. Ça m'amenait quand même cette dose de liberté et de légèreté aussi, en fait, d'aller dans le vestiaire et oui, parfois parler de rien de très profond, entre guillemets. Moi, c'est Fiorine. Et moi, c'est Morgane. Vous écoutez Lueur Fauve. Ici, on vous emmène chacune à notre tour à la rencontre d'êtres libres, des âmes qui inspirent, bousculent, éveillent. Vous entendrez des personnes qui ont choisi d'écouter leur feu intérieur, des voix qui réveillent les lumières qui sommeillent en nous. Bienvenue dans Lueur Fauve, le podcast des âmes indomptables. Aujourd'hui, c'est moi, Fiorine, qui t'emmène dans cet échange. Bonjour Arnaud. Bonjour Fiorine. Merci d'avoir accepté de venir donc dans Lueur Fauve, notre podcast qui met en avant des personnes un petit peu inspirantes de notre région et tu en fais partie. Alors peut-être on va te décrire brièvement. Nous à ma télé, on te connaît surtout pour ton passé de footballeur jusqu'en D2. Tu as joué D2 amateur, c'était à ce moment-là, avec D2 Ciné, ouais, c'est ça. Amateur. Et tu as quitté les stades pour créer ton propre habitat partagé, donc avec ton frère. Un oasis de calme, en quête de sens et de liens humains. C'est un vaste projet qu'on développera plus tard dans cet entretien. Peut-être avant de développer tout ça, on va venir sur toi, Arnaud. Si on retire le foot, si on retire l'Oasis, qui es-tu ? Vaste question. Mais du coup, là, bientôt 40 ans. Je dirais aujourd'hui que je suis en mouvement, du coup, et que je suis le résultat des 40 années passées. Donc, que j'ai pas trop envie de me catégoriser. Donc, là, je suis en lien avec les gens qui sont autour de moi. Je suis en vie, donc ça, c'est déjà bien. Et voilà, et je pratique du sport. J'ai un boulot dans le social, dans les écoles, en relation avec les gens. Et je crois que je suis animé aussi par tout ce qui concerne les liens et de créer des liens, l'humain de manière générale, et créer des liens féconds pour chacun et pour tous, du coup, c'est-à-dire qui font du bien, qui nous font du bien à nous-mêmes et aux autres. Donc, c'est trouver cet équilibre-là aussi. Donc, voilà. Donc, si je peux faire quelque chose là, dans cette vie par rapport à ça, ce serait bien. Donc, voilà. Et donc, je suis en devenir aussi, je crois. C'est ça, cette notion de mouvement aussi. Donc, voilà. Comment me définir aujourd'hui. Alors, on va peut-être reprendre les choses chronologiquement et même avant de parler de football qui a pris une grande place dans ta vie. Est-ce que tu peux peut-être nous décrire un petit peu l'environnement dans lequel tu as grandi ? Oui, donc nous, moi, je suis le troisième d'une fratrie de 4. Donc, j'ai un grand frère, une grande sœur et un petit frère. On a vécu à Avlanches. Moi, je suis né là-bas et mes parents sont toujours là. Donc, c'est le village de famille où il s'est passé pas mal de choses. Mais il y avait d'abord l'aspect familial où le sport prenait quand même pas mal de place avec un papa qui était très sportif. Lui, issu d'une famille de 11 enfants et ma maman issue d'une famille de 4. Mais donc le sport était quand même fort au cœur des choses. Après, on était dans un village, donc moi j'étais plutôt nostalgique pendant toute une période de ma vie où je crois que l'enfance c'était quand même vraiment quelque chose qui me semblait... c'était trop bien. L'école, les copains, aller à vélo, jouer au foot, jouer au basket le soir, avec les voisins, ceux de la rue. Donc une famille, je pense, pour laquelle j'ai quand même pas mal de gratitude, l'occasion de vivre des chouettes choses. En tout cas, d'avoir une enfance plutôt heureuse, du coup. Voilà un peu ce cadre-là. Et avec ces deux familles aussi, aujourd'hui la famille Fias, donc issue plus du monde paysan, et famille Lecomte aussi finalement, mais où l'humain était quand même pas mal au centre des deux.
je dirais avec une touche un peu plus... pas légère, mais ouais, légère et humoristique aussi chez Lecomte dans les rassemblements. On était déjà moins nombreux et chez FIAS, moi je suis le 37e de 38 cousins et donc le plus jeune. Donc je crois qu'il y a un cousin qui fête ses 60 ans cette année, donc il y a quand même un gros décalage d'âge et donc des liens qui se font différemment. Chez Lecomte, on était moins nombreux et sur un laps de temps plus court. Donc, et aujourd'hui encore, on se revoit 2 ou 3 fois par an là, avec les 3 générations du coup, de nos parents, nous et les enfants de nous et des cousins. Donc ça témoigne d'une belle convivialité aussi. Avec Mich aussi, Michel Lecomte, du coup, journaliste, mais au-delà d'être journaliste, il aime bien aussi charrier, amuser. Et je pense qu'on a tous, on est plusieurs aussi dans cette dynamique-là. Et donc, c'est toujours gai de se revoir, de se rassembler. Une place importante pour la famille dans ta vie. Ouais, clairement. Alors, tu l'as dit, ton papa, donc très sportif, c'est lui qui t'a initié au football ? Après, j'avais déjà un grand frère, donc je pense que ça a participé, les deux. Mais je me souviens là, dans le garage, qui devait être tout petit, qui est tout petit là maintenant, mais à l'époque, il avait l'air plus grand, mais aussi juste se faire des petites passes intérieur du pied droit, pied gauche. Et puis pendant les vacances, eux, ils étaient enseignants tous les deux, donc on avait, je pense... les congés scolaires, ils les avaient aussi, donc ils étaient fort présents tous les deux. Mais faire du tennis, je me souviens les raquettes de plage aussi, et prendre du temps à jouer vraiment à deux, essayer d'arriver à 100, puis à 150, puis à 200 passes. Ou des matchs de foot aussi à la plage, ou au village, à 200 mètres, il y avait le terrain de foot, donc parfois nous équiper comme des vrais pros et d'aller se faire des passes et de jouer à ça. Et avec les gens du village aussi. Et donc papa, il a quand même amené ça. Il a joué tard aussi, donc lui, on allait en fait le suivre. Je dis nous, c'est-à-dire avec mon grand frère et Xa par après. Xa, c'est Xavier, ton petit frère. Et Amé, c'était moins facile pour elle, je crois, par rapport au foot, mais c'est que pendant jusque ses 44 ans, le foot, du coup, tous les dimanches après-midi, était quand même présent. Et nous, on avait vraiment plaisir à aller, à se retrouver dans le vestiaire. Moi, j'avais du plaisir à me retrouver dans le vestiaire avec tout le monde qui changeait, voir la tactique du coach, faire des frappes parfois à l'échauffement avec eux. Donc, on a quand même été bercés par ça. Tu as joué pendant combien de temps au foot ? Moi, je crois que j'ai commencé à 5 ans à Avlanches et du coup, j'ai arrêté à 32 ans. Ok. Donc, c'était pas une si longue carrière, mais elle était quand même bien intense. Donc... c'était bien, et puis à un moment donné, il y a eu d'autres choses qui ont pris la place. C'était ta passion ? C'était ta seule passion, peut-être ? Non, c'était pas ma seule passion. Ça a cohabité quand même avec le patro, qui a pris quand même une grande place aussi, parce que ça, je l'ai arrêté tard. Je crois que je l'ai arrêté à 24 ans, je pense, 23-24 ans. Donc, quand j'ai dû faire un choix, parce que du coup, j'ai commencé le patro, à mon avis, à 6 ans aussi. C'était un samedi matin sur 2 à Avlanches. Il y avait les camps, ça, c'était quand même trop gai aussi. À un moment donné, il y a eu des conflits horaires entre le foot et le patro. Et donc, j'ai quand même choisi le foot à ce moment-là. Donc, je pense que pendant 2-3 ans, j'ai plus fait les camps, vu que j'allais plus pendant l'année. Donc, j'ai arrêté. Et puis, j'ai repris le patro j'ai repris comme animateur, donc à 16 ans, quoi. Tu avais un petit manque de patro ? Oui, j'avais un manque de patro, de cette vie en extérieur, de cette vie en collectif, de ces jeux dans les bois, de ces veillées, etc. Donc là, j'ai pu reprendre. Et avec le foot, à ce moment-là, c'était encore P1 et promotion. Le camp, parce que c'était toujours du 21 au 31 juillet. Normalement, les entraînements, ils reprenaient le 15 juillet. Soit j'y allais quelques fois et puis je demandais une autorisation pour ne pas être présent les 15 premiers jours. Même si parfois, je crois qu'avec Ciné, quand on est quand même monté, à un moment donné, j'étais quand même moins à l'aise de pouvoir me dire moi je rate les 15 premiers jours et toute l'équipe elle commence à travailler, surtout que c'est quand même intense au début en préparation. Mais j'avais quand même pas envie d'arrêter le reste non plus. Et que ce soit le reste, c'était le patron, et là je pense aussi, ou des vacances, des congés. Je me souviens une année, on était parti avec 5 copains à la mer à Coxide. Et on avait 4 ou 5 entraînements sur la semaine, là, mais tous les jours, j'avais fait l'aller-retour tout seul. Je revenais et puis on repartait. C'est toujours resté une passion ou à un moment donné, quand ça a pris de l'ampleur, c'est devenu un peu une pression, entre guillemets ?
Non, j'ai l'impression que c'était plus une passion. Et à part les 2 dernières années où le plaisir était un peu différent aussi, mais lié sans doute... lié sans doute... On a joué plus les fins de classement, donc c'était plus difficile aussi. Il y avait pas mal de changements au niveau de la structure du club, etc. Et donc, parce que quand on a vraiment surfé sur la belle vague, moi j'ai commencé en P1, donc on est monté en promotion, puis on est monté en D3, et puis ça a été la D2 amateur. Et d'avoir joué en jeune à Ciney, et donc il y avait quelque chose vraiment une évolution finalement qui m'a pas trop sorti de ma zone de confort à moi. Ça, je crois que donc c'était plutôt aidant. J'ai fait une petite parenthèse où je suis parti à Namur quand même là directement aussi en D3 quand on était encore en promotion à Ciney. Donc là c'était un petit challenge, un petit défi. Mais non, à ce moment-là je ressentais pas ça comme une pression. Après je voyais, enfin j'y repense maintenant, c'était le foot qui... Et le boulot, à un moment donné, j'étais à mi-temps, et donc le foot, mais ouais, et la vie, c'était autour du foot, forcément. Les relations, regarder les résultats des autres, regarder nos résultats, analyser mon match, est-ce que j'étais content, pas content. Donc, ouais, en tout cas, ça a pris énormément de place, et j'avais du plaisir. Et c'est vrai que ça m'apportait, au-delà des relations avec les coéquipiers, une certaine fierté d'être dans ce club où j'avais joué en jeune, et puis de parvenir à faire des chouettes résultats. Alors petit, je rêvais d'être footballeur professionnel. Je ne sais pas à quel âge j'ai fait mon deuil, mais oui, j'ai cru quand même, je me suis imaginé que je pouvais quand même encore faire carrière assez tard. Là, à l'époque, je pense qu'il y avait j'avais entendu dire que des recruteurs venaient me voir. Du coup, j'avais 20 ans, 19-20 ans, des 2 professionnels et D1, je crois, à l'époque. C'était Tirlemont et... Je sais plus si c'était Genk. Et là, tu t'y voyais? Je m'y voyais. Je me dis, en tout cas, ça me rendait fier déjà. Mais... Et si je m'imaginais avec Michel, qui était commentateur professionnel, oui, je me disais, pourquoi pas. Mais sans m'être interrogé plus sur en quoi ça consisterait. Donc, c'était plus la fierté d'être arrivé à faire quelque chose, parce que c'était quand même... Voilà, pas rien. On commençait dans un petit village à Avlanches et puis un jour d'être footballeur pro. Ouais, c'était le rêve. C'est plutôt un rêve de gosse qui se réalisait, mais sans prendre conscience ou sans mettre en perspective les implications relationnelles, financières, familiales, etc. Tu avais peut-être un petit peu le nez dedans et oui. Tu ne voyais pas... Et le compromis qui s'est fait à Ciney était vraiment très chouette parce qu'on restait quand même une bande de copains. On pouvait... vivre d'autres choses, à ce moment-là, plus dans la guindaille aussi, dans la fête. Donc, oui, il n'y a pas trop de sacrifices, je dirais. En tout cas, pendant un certain temps, j'ai su plus ou moins associer les deux, quoi. Ça, tu l'as tiré jusqu'en 2018, où là, tu as arrêté un peu du jour au lendemain. Pourquoi? Comment? Du jour au lendemain, mais si je me rappelle bien, je crois que l'année avant, j'avais déjà dit que c'était peut-être ma dernière saison. Donc, ça avait annoncé la couleur. Je l'amorçais quand même, oui. Je crois qu'il y avait un besoin de découvrir d'autres choses dans nos relations et dans 30 ans. Donc, la question de où est-ce qu'on va vivre, quel habitat on va avoir. Avec mon frère, on se questionnait notamment. Et du coup, on avait prospecté quelques lieux. Et puis de sortir un peu peut-être la tête du guidon, mais de se dire qu'il y avait aussi d'autres choses qui existaient, même ce rapport à l'environnement ou à la planète de manière plus large, et donc comment on avait envie de vivre, le mode de consommation, le mode de relation. Et donc c'est ça qui nous a amené à un moment donné Et aussi, à un moment, c'est ça qui m'a manqué au niveau du foot, et sur les 2 dernières saisons, c'était peut-être un peu différent, mais les liens qu'on entretenait, de pouvoir avoir des liens où on ne parlait pas que de foot, en fait, c'était ça aussi. Il y en a eu certains, mais à un moment donné, je crois que c'est ça qui m'a manqué aussi, de pouvoir t'ouvrir, qui on est au-delà d'être footballeur, parler de soi, mais avec découvrir d'autres facettes chez moi et peut-être chez les autres aussi, quoi. Et donc, voilà. Mais ça a été quand même, après coup, plus difficile que ce que je pensais. Je crois que dans mon équilibre, ça m'amenait quand même cette dose de liberté et de légèreté aussi, en fait, d'aller dans le vestiaire et, oui, parfois parler de rien de très profond, entre guillemets, de se dépenser, de rire, de jouer. Je crois que ça compensait aussi dans mon boulot qui était assez
c'est quoi? Au contact avec des personnes qui vivent des choses difficiles parfois. Qui demandent, boulot, on peut le repréciser, tu es psychologue. Donc je suis psychologue de formation et donc je travaillais à ce moment-là comme agent PMS à mi-temps, même au début à temps plein, et puis comme indépendant complémentaire en tant que thérapeute enfant-ado. Et donc oui, je crois que ça me prenait quand même plus d'énergie que ce que je pensais, même d'être avec l'autre, d'avoir une vraie présence, d'essayer d'avoir une vraie présence. Et donc le foot, ça me permettait de passer totalement à autre chose. Je crois que c'était pas du tout conscient. C'est plutôt quand j'ai arrêté qu'il y a eu sans doute un manque à ce niveau-là de décharge physique et de décharge émotionnelle et autres aussi, et de pouvoir rencontrer des gens et pas être toujours dans de la profondeur d'échange aussi. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est important aussi dans mon équilibre. À ce moment-là, j'avais un manque de profondeur et donc le foot, j'ai été critique envers le foot à ce niveau-là. Mais en fait, non, dans mon équilibre, c'est important d'avoir les deux. Et encore aujourd'hui, alors c'est plus le foot, mais c'est de le trouver dans autre chose aussi. Tu l'as dit à ce moment-là, quand tu as arrêté le foot, tu t'es beaucoup posé la question donc avec ton petit frère de votre lieu de vie. Et c'est là que vous avez eu un beau projet, une belle idée ensemble, c'est de créer l'Oasis, un habitat groupé un petit peu à votre sauce. Ben oui, et ça c'est plus, j'essaie de me refaire l'historique de ça, je pense, c'est plus Xa qui avait... on avait envie de... Même s'il est 4 ans plus jeune, on a partagé beaucoup de moments ensemble via le patro, via le foot, via les sorties aussi et les intérêts, les goûts musicaux. C'était aussi des choses importantes les groupes qu'on écoutait ensemble. Ça nous a pas mal rapprochés. Et donc cette envie en grandissant de se dire on pourrait quand même habiter l'un à côté de l'autre, ce serait cool aussi. Et ça a germé de ça, je pense, avec nos compagnes respectives à l'époque. Et puis lui, il a arrêté le foot un peu plus tôt et donc il est aussi inspiré, intéressé par l'humain, mais par la nature, l'environnement aussi, et le fait d'appartenir à quelque chose de plus grand. Et donc dans ce cadre-là, je pense que c'est lui qui a parlé des oasis. Il y avait des MOOC qui se faisaient à ce moment-là, créer son oasis. Et donc c'était en lien avec le mouvement Colibri de Pierre Rabhi. Et donc, avec des valeurs qui ont résonné pour nous deux en termes de gouvernance, de dire donc de comment on décide ensemble, le rapport à la terre, là, une forme de souveraineté alimentaire. Alors, ça ne veut pas dire qu'on est autonome et refermé sur soi, mais enfin, voilà, dans notre propre cercle ou dans un rayon de quelques kilomètres, comment on peut subvenir à nos besoins. Et puis de pouvoir questionner aussi l'usage des énergies. Et donc tout ça, ça fait partie de notre réflexion dans la découverte du lieu. On est tombé sur ce lieu-là un matin. C'était quoi? C'était une ancienne ferme ou bien vous avez tout construit de... Non, c'était une ancienne petite fermette. Moi, j'avais mis des critères, là, c'était ImoWeb à l'époque. Parce qu'à un moment donné, on s'est dit avec Xaway, on cherche. J'ai mis les critères et puis un matin, dans ma boîte mail, il y a un truc qui correspondait là à Scoville. J'habitais Ciné, moi à ce moment-là, je me souviens, j'étais à l'appart, je vois mon mail et puis je le dis à Xavier, c'était en hiver parce qu'il y avait de la neige. Et le jour même ou le lendemain, lui il me dit, je vois plus ou moins où c'est parce qu'il travaillait dans le parc et jardin à ce moment-là. Et son patron ami habitait Scoville. Et il me dit, je me demande si c'est pas la ferme qui est là tout près de chez Stani. Et donc si c'est pas le jour même, c'est le lendemain qu'on a été voir. Et à plein de neige, vous avez réussi à vous projeter malgré tout. On a réussi à se projeter et puis les choses se sont bien alignées. On a eu la chance. Le promoteur, l'agent immobilier, on a pris contact directement avec lui. On a été en concours des circonstances les premiers à visiter, donc on a directement dit oui, on prend. Et puis voilà, on ne s'imaginait pas 8 ans après. C'est vrai que à ce moment-là, ça va. Avec notre petite enveloppe budgétaire qu'on avait, dans 1 an ou 2, ce sera fait, la maison sera faite. Fier et content de montrer ça, en disant on va vivre ensemble là, c'est trop beau. Il y a les bâtiments et puis un beau grand jardin à l'arrière qu'on ne devine pas de la route. Et donc. Et ici, 7-8 ans après 7-8 ans après, Xa vient de commencer seulement les travaux de sa grange, de leur grange là avec Marie et leur famille. Donc oui, il y a eu pas mal de changements, de mouvements. Et c'est marrant sur le coup. Toi, tu vis dedans? Oui, moi je vis dedans. En fait, on a tout de suite vécu dedans, en 2017. Mais alors, ce qui est bien, c'est qu'on a vécu dans plusieurs parties du bâtiment. J'ai même vécu dans une roulotte au fond du jardin, à un moment donné, pour dormir pendant les travaux.
On a dormi à côté de la cuisine, on a dormi à l'étage. Parce on aménageait petit à petit. On a d'abord aménagé une partie pour pouvoir la louer, pour avoir quand même une rentrée financière assez rapidement. Et ça a été en 2019, donc 2 ans après, où un couple de personnes qui sont devenues des amis là, ont vécu là. Donc oui, et nous, depuis 2020, moi j'y suis. Et là, il y a encore un peu des petits aménagements qui se font à l'intérieur. On s'approprie aussi les lieux avec Hello, ma compagne. Et donc, oui. Et après tous les travaux, on fait du bien aussi dans cette transition avec le foot. Je crois qu'il y avait quelque chose aussi de pouvoir mettre la main à la pâte. Et c'est ça la compensation avec mon boulot. Dans mon boulot, on ne l'a pas dit, mais moi j'ai eu un moment aussi de down, lié aussi à une rupture, je pense, et à un questionnement du boulot. Mais les travaux ont fait du bien à ce moment-là, en fait, de pouvoir poser des actions et voir directement ce que ça faisait. Ouais. Et là, ça m'a flashé avec le boulot dans l'humain où, oui, j'accompagne des personnes et en fait, est-ce que je leur fais... est-ce que la relation qu'on a, est-ce que les entretiens qu'on a l'aident à quelque chose ou pas? Du coup, est-ce que je sers à quelque chose? Quand ça va bien, ils ne viennent plus. Quand ça va pas bien, peut-être qu'ils ne viennent plus non plus, mais on n'en sait trop rien. Et donc, je me souviens qu'à ce moment-là, c'était des réflexions que j'avais eues. Donc, par contre, visser quelque chose, si tu fais bien, ça va bien. Le résultat est directement là. Et si ça ne va pas bien, c'est un peu ta responsabilité. Donc, il faut que tu ajustes. Mais dans les relations humaines, c'est plus complexe. Je pense qu'il y a d'autres facteurs qui peuvent intervenir. Et donc, et en même temps, aujourd'hui, je crois qu'avec le recul, ça m'a aidé aussi à prendre, justement, à essayer de prendre du recul. Tout n'est pas de ma responsabilité, etc. Mais donc, oui, et tout ça pour dire que les travaux, aujourd'hui, je suis quand même... je souhaite beaucoup je soutiens EXA à distance, mais voilà, moi, je suis passé plus ou moins à d'autres projets, genre les travaux, alors des petits trucs ponctuels. Mais voilà, il y a d'autres projets qui naissent là maintenant, et donc je suis content d'être là où on est, on s'y sent bien. Vous avez réussi ce pari de créer une petite communauté, un habitat groupé sur l'Oasis? Au début, je pense qu'en créant l'Oasis, on avait aussi envie de... en créant l'Oasis, on a nommé ça l'Oasis en tout cas, et puis c'est resté, c'est marrant comme ça reste. Mais c'était vraiment en référence, en tout cas pour ma part, à Pierre Rabhi aussi, essayer de diffuser ou de faire prendre connaissance de ces valeurs-là que je partageais tout à l'heure, et aussi peut-être montrer que c'est possible de vivre ensemble, en tout cas sous une autre forme qu'en tout cas juste dans des maisons séparées. Et une des intentions qu'on avait mis notamment dans la location, parce qu'on a quand même besoin de rentrée financière, mais l'idée c'était aussi peut-être d'inviter ou de permettre à des personnes qui s'interrogent sur ce passage en habitat groupé, même si on peut le nuancer, il y a plein de formes. Il y a autant d'habitats groupés que... je fais le parallèle avec les couples, il y a autant de couples qu'il y a de couples en fait. Chaque couple est différent. Les habitats groupés, c'est pareil. Ça dépend de ses propres règles en interne. On pourra peut-être en reparler après, mais il y a différents formats. Mais en accueillant des personnes dans cette maison-là, l'idée c'était de se dire peut-être que certains n'osent pas directement devenir propriétaires et prendre des parts dans un habitat groupé, mais de se dire on va d'abord louer, comme ça on va voir ce que c'est d'avoir une proximité peut-être plus importante. Qu'est-ce que vous partagez par exemple ? Ça a varié aussi au fil du temps, au fur et à mesure du contexte. Je pense, moi, une période que j'ai bien aimée, c'était le Covid. C'était particulier, mais en fait, à ce moment-là, on était quoi ? 5 ou 6 sur le lieu. Et je me souviens toujours de ce mois d'avril, je crois que c'était 2020, 2019, je ne sais plus, mais il a fait super beau en plus. Et donc, tout le monde était là, personne n'allait travailler. Et donc, on a pu ensemble, on était dehors tout le temps à aménager le jardin, faire des petites constructions, le potager. Du coup, à aussi passer du temps ensemble avec ses voisins et ses voisines qui sont des amis aujourd'hui, mais donc ça rapproche aussi, partager des repas, regarder, on prenait la peine de regarder des vidéos aussi sur justement d'autres oasis qui existaient pour s'inspirer, mais aussi pour une chose qui me semble importante, moi, c'est la manière dont on interagit et dont on communique, donc d'avoir aussi finalement des terminologies communes. Il ne suffit pas de se dire, nous on veut vivre ensemble, nous aussi. Mais ça veut dire quoi pour toi vivre ensemble ? Est-ce que... Dans ce genre d'habitat, il y a des réunions où on fait un peu le point sur le vécu de chacun. Comment ça se passe ? Finalement, on ne connaît que le nôtre, nous, du coup, mais je crois que ce qui a pris de la place, et c'est à ce moment-là que ça s'est amorcé, c'est d'avoir des rencontres. À ce moment-là, c'était hebdomadaire ou tous les 15 jours.
Puis c'est devenu tous les mois parce que le travail a repris. Et je pense que c'est important, ces moments de rencontre, avec une partie plus formelle, s'il y a des choses à déposer, de besoins ou de choses qui ne vont pas. Ouais, c'est à ce moment-là que ça se fait. Et nous, on commence toujours par une petite météo. Et c'est ça qui est comment je vais aujourd'hui, que ce soit lié à l'Oasis ou au travail ou à ma vie privée si j'ai envie de partager. Et donc ça aussi, je pense que c'est lié à l'éducation. On n'a pas parlé beaucoup tantôt, mais je pense que oui, ces notions de dialogue, de communication, d'introspection, elles sont fortes. J'ai été un peu baigné là-dedans. Et donc, je crois que ça se ressent aussi peut-être dans la manière dont nous, on a abordé ces réunions, quoi. Et c'était pas des réunions purement logistiques. Moi, je suis pas toujours très organisationnel. Mais c'est ça qui est intéressant aussi quand on est plusieurs. En fait, d'autres vont amener ces aspects-là. En fait, on amène chacun un peu ses particularités. Moi, je me sens assez à l'aise pour pouvoir faire parler. J'apprends aussi, moi, à parler, mais faire parler des émotions, faire parler de ce qui nous traverse. Et je pense que c'est une règle. À l'heure d'aujourd'hui, là, on a des nouveaux locataires. Moi, c'est une ligne de conduite, alors une règle. Cette question de la souveraineté, c'est le pouvoir de... Si on a quelque chose qui est difficile, on est souverain d'aller le déposer et pas d'après de rentrer chez soi, de critiquer les voisins, ou de se dire « Ah, fait chier, il n'a pas fait ce que je voulais » ou « il ne m'a pas compris ». Voilà, c'est soi-même à prendre cette responsabilité de leur déposer à un moment donné. Et pour ça, je pense qu'avoir des moments formels, c'est important aussi. Sinon, en fait, la vie, on se croise, oui, mais c'est pas à ce moment-là que c'est l'occasion de se le dire. Donc, ces réunions, elles sont là pour ça aussi. Pour toi, c'est un des challenges, voire peut-être même un des plus grands challenges du vivre ensemble, c'est la communication. C'est à la fois un challenge et à la fois une opportunité énorme, en fait, je crois. Et que ce soit, et là, moi, je le vis dans ce groupe-là, mais même dans le couple, dans une relation à deux, en fait, et je crois que c'est une question de posture, de comment on va à cette rencontre d'oasiciens, de couple. Même d'amitié aussi. D'amitié aussi, et c'est ça. Et là, moi, j'ai amorcé des cercles d'hommes, ce qu'on fait aussi là depuis 1 an. Mais en fait, dans quelle posture j'y vais ? J'y vais pour convaincre les autres de ce que je pense, j'y vais pour qu'ils soient d'accord avec moi, ou j'y vais pour déposer ce que j'ai à déposer et entendre ce que les autres, et voir ce que ça va faire d'entendre ce que les autres ont à dire. Et c'est un nouveau... C'est quoi des cercles d'hommes ? On entend beaucoup parler de cercles de femmes. Cercles d'hommes, oui, je pense, après, c'était la première question qu'on s'est posée quand moi j'ai lu un bouquin qui m'a mis en action. C'était Les Tisserands d'Abdenour Bidar, où il parlait du lien à soi, du lien aux autres et du lien à la terre. Et l'idée, c'est quoi ? Comment on peut retisser les tissus déchirés du monde. Et je ne sais plus s'il parlait explicitement de cercle d'hommes là-dedans. J'avais déjà entendu un peu parler de tout ça. Mais là, je me suis dit, j'arrête de penser que ça pourrait être bien. J'ai envoyé un message on était 12, 13 mecs du village, plus ou moins, qui sont des copains, des relations du cas que j'avais envie d'approfondir, en leur disant, est-ce que ça vous dit, rendez-vous telle date pour un premier cercle d'hommes. Et donc c'est ça que je te dis, et on s'est vu la première fois, mais c'est quoi ? Qu'est-ce qu'on fait là ? Et dans mes perspectives, et aujourd'hui dans les perspectives de chacun, c'est un endroit où chacun peut se déposer, peut partager son vécu, sa vulnérabilité, comme on dit, laisser tomber les masques, et en étant juste écouté. En tout cas, pour l'instant, c'est comme ça que nous, on le pratique. Il n'y a pas de conseils à donner. Alors, il y a une présence des autres qui est là, mais... Et c'est plus facile de parler entre hommes de sa vulnérabilité ? Ça, c'est une question qui était venue. Est-ce qu'on n'ouvrirait pas aussi à des femmes ? Pourquoi est-ce qu'on fait ça uniquement entre hommes ? Et avec les questions du genre aujourd'hui, après, l'idée, c'est... Et pourquoi pas un jour ? J'en sais trop rien. Mais là, on a terminé cette première saison, on s'est dit, je crois qu'on s'est vu 7 ou 8 fois, et tout le monde n'est pas toujours là, mais on s'est vu 7 ou 8 fois, avec cet élément central du feu aussi, qui est vraiment quelque chose de très chouette. Et donc ta question, pourquoi uniquement entre hommes ? Je pense que... En tout cas, ça amène des... Et donc, ça ne veut pas dire que le reste ne peut pas avoir lieu, mais ces moments-là où des connexions qui peuvent se faire, en fait, de vivre la même chose, peut-être la relation aux enfants ou mon autorité. Et donc, on essaye d'avoir une
thématique. La dernière fois, c'est le temps qui passe, mais ou quelle trace j'ai envie de laisser. Et donc chacun, et c'est hyper riche en fait de voir chacun a un point de vue différent et peut amener les choses d'une manière différente. Et donc juste ça, c'est chouette et de se sentir écouté. Il y a pas, c'est pas un débat, donc on n'est pas là pour répondre à l'autre. Donc c'est vrai, toute cette pratique qui n'a l'air de rien, en tout cas moi, elle m'invite à... C'est plus facile d'entendre les autres, de laisser... se laisser infuser avec ce que les autres ont dit. Il n'y a pas à répondre ou à se dire il a raison, il a pas qu'est-ce que ça me fait moi aujourd'hui? Et j'en ressors de là un peu changé, je crois. Et il y avait ce besoin aussi de créer du lien, moi pour ma part, et donc de partager des moments vrais aussi. Je pense que ça participe à créer des liens qui sont féconds et qui sont plus, je sais pas si c'est durable en tout cas, mais c'est des gens qu'on côtoyait avec la Préale, avec c'est le marché là qui est à la ferme en agroécologie là tout près, où on se croise et on se dit il y a des belles énergies, on se dit bonjour, etc. Et donc c'est pour ça que j'ai invité, en limitant, évidemment c'est pas tout convier tout le monde, mais certaines personnes, en se disant aussi c'est la question de l'amitié. Je parlais du Patro tout à l'heure, où il y a plein de bons moments qui ont été vécus, mais le temps fait que moi j'ai changé de village, c'est pas très loin, mais je les vois plus trop non plus, et je crois que ce qui nourrit les amitiés aussi, c'est vraiment de partager des moments ensemble. Tu manquais un peu de discussion autour du feu. De discussion et peut-être aussi, à ce moment-là, c'était les discussions, mais oui, d'apprendre à connaître et de vivre des moments aujourd'hui. Et une nouvelle expérience, c'était une nouvelle expérience pour tout le monde, ce cercle d'hommes, et donc de partager quelque chose de nouveau ensemble et d'amorcer tout ça ensemble. On est content, en tout cas, on a envie de faire une saison 2 et pouvoir, on verra comment ça va se développer, se développer, c'est juste le vivre, ouais. En tout cas, quand on entend que ce soit le cercle d'hommes, que ce soit l'Oasis, tu es vraiment... et tu fonctionnes, je pense, toujours autour de la communauté. C'est quelque chose qui, toi, est très important, que ce soit ta famille, que ce soit tes amis, que ce soit les personnes qui gravitent autour de l'habitat. C'est un peu le moteur de ta vie, la communauté. Les relations, même, de manière générale. Et je souris parce que, oui, c'est là-dedans que c'est difficile de trouver un équilibre aussi en tout cas personnellement, la place qu'on s'accorde à soi aussi. Et donc de trouver, je fais pour la communauté, pour les autres ou pour moi. Et donc moi, ça a été, je pense, fort et tourné vers les autres, pas dans le sens... sensible au regard des autres aussi, c'est cette question-là aussi parfois. Et donc, et aujourd'hui, bientôt 40 ans, je crois que je conscientise ça, mais de pouvoir dire ce que je pense, qui je suis, au sein d'un groupe, et de nourrir le groupe et de nourrir le collectif. Et donc oui, ça a énormément d'importance, mais c'est l'individu au sein du groupe. Donc c'est pas la communauté d'un côté ou l'individu de l'autre. Et c'est ça aussi que ça me donne des idées, des envies aussi pour amorcer ça plus jeune chez les enfants, en fait, cette vie en groupe où on n'est pas dissous dans le groupe, où on peut prendre sa place dans le groupe, exister dans le groupe et nourrir le groupe. Et donc ça, c'est des activités là que je mène maintenant dans les écoles. Parce que nous, je crois pas qu'on a été bercé, enfin en tout cas moi, j'ai pas été bercé là-dedans. C'est souvent le regard des autres, quand même, la comparaison, d'être reconnu par le groupe, etc., d'exister si on est reconnu, si on fait quelque chose, etc. Et je me dis que ça, c'est notre contexte à nous, mais je me dis qu'on peut peut-être amorcer tout ce qui est intelligence collective, ce qu'on appelle intelligence collective aujourd'hui. C'est vraiment ça, c'est que en fait, tous nos avis différents, ils sont hyper riches, et c'est ça qui crée quelque chose d'unique. Au mieux, l'intelligence collective, c'est grâce à chacun, en fait. Ouais. Et si on ose dire ce qu'on pense, mais pas pour convaincre les autres, à nouveau, c'est vraiment cette symbolique quand on se met en cercle et qu'on fait, on fait des petits jeux et puis on débriefe ensemble. Et ce que je propose aux enfants, c'est déposer votre pierre à l'édifice. Là, qu'est-ce que ça vous a fait ce jeu-là? Et chacun dépose sa pierre, pas pour que quelqu'un d'autre la prenne, mais après, du coup, il y a quelque chose qui est là symboliquement au milieu. Et... Est-ce que les enfants manquent de ça, d'opportunités de se rendre compte de leur individualité, mais aussi de prendre leur place dans la société? Je ne sais pas, parce que je n'ai pas d'études à ce niveau-là. Mais tu te rends compte peut-être quand tu es à leur contact ouais, et ce qui m'a flashé ces temps-ci, et donc c'est le lien aussi avec le patron, mais donc
Moi, je m'inspire d'un syllabus de l'Université de Paix, où il y a plein d'activités de coopération, de cohésion, avec une invitation envers les enfants de débriefer de qu'est-ce qu'ils retirent de ce qui a été fait vraiment et de faire émerger leur connaissance à eux sur leur expérience. Alors, pour moi, c'est des jeux, vraiment. Et eux aussi, c'est des jeux, mais je suis surpris. C'est des jeux, finalement, que nous, on faisait parfois au Patro, mais qu'eux ne les connaissent plus du tout. Enfin, ils ne connaissent pas du tout des jeux d'interaction par exemple. Par deux. Par exemple, c'était... Alors, non, celui qui a super bien marché, alors je ne dis pas qu'on le faisait au Patro, c'est la chaise musicale coopérative. Donc avant, il voit que je mets les chaises en cercle, il dit « Ah non, une chaise musicale, on ne veut pas faire ça, je mets ma musique. » Sauf qu'elle est coopérative, c'est-à-dire qu'à chaque fois que j'arrête, il faut que vous soyez tous sur les chaises, mais après, à chaque round, moi, j'enlève une chaise. Et donc, soit de la classe gagne, soit de la classe perd. Et là, après, c'est le challenge aussi, je pense, c'est ça les challenges. Il n'y a pas de blessés dans cette... Ça, donc, il y a une règle de sécurité au début, mais un truc qui me touche. Après, quand on débriefe de jeu-là, c'est un jeu qu'ils ont vraiment bien aimé. Je crois parce qu'il y a quelque chose de mouvement, de physique, etc. Mais je me souviens d'un commentaire de quelqu'un qui me dit « Ben oui, et je ne sais plus le prénom, mais elle m'a attrapé pour pas que je tombe, et on tenait tous. » Et c'est quelqu'un avec qui il ne parle jamais. Mais là, de se rendre compte que l'autre, il peut m'aider et que moi, je l'aide. Et c'est juste faire vivre ces petits moments-là, en fait, pour qu'après, ça puisse percoler dans la vie de la classe. Donc, c'est avoir des nouveaux filtres, en fait, où c'est des petits jeux où, finalement, de manière aléatoire, ils se mettent par deux. Et ils arrivent, ils parlent avec des gens à qui ils n'ont jamais parlé dans leur classe. Et puis quand on débrief, ils disent « Ah ben oui, je ne la connaissais pas, je ne connaissais pas. » Et donc, je crois que c'est ça, dans le qui je suis. C'est une de mes motivations aussi, c'est d'amener les gens à pouvoir avoir d'autres regards, en fait. Parce que si on se limite dans ses croyances, on va toujours aller au même endroit, forcément. Et donc, ça va renforcer nos croyances. Et peut-être juste pour reclarifier les choses. Donc, tu es psychologue dans un PMS. Ouais. Et tu as aussi une activité qui t'amène dans les écoles. C'est ça, PMS, c'est dans les écoles aussi. Moins dans l'animation. Moins dans l'animation. Ça, c'est plus lié au centre PMS Libre de Dinan, à nos choix institutionnels et à beaucoup de missions au centre PMS. Donc, avec l'équipe, on a décidé sur quoi on mettait l'emphase et les priorités, et en fonction des collaborations avec les écoles aussi. Alors, j'ai eu l'occasion de faire quelques animations en PMS, mais moins. Et c'est quelque chose quand même qui me plaît énormément et dans lequel je crois en termes de prévention et dans ce vivre ensemble dont on parlait. Moi, en tant que... Oui, ce que je rêve, psychologue, pour aider les gens à pouvoir prendre soin d'eux, entre eux aussi, en fait. Le rêve, c'est qu'il n'y ait plus besoin de psychologue, qu'il n'y ait pas besoin que chacun puisse prendre soin de la personne qui est à côté de soi. Et donc, de faire vivre des choses qui nous nous font prendre conscience qu'on est capable de prendre soin de l'autre, que l'autre peut prendre soin de nous. Et donc, c'est ça, dans ce cadre-là, en lien aussi avec... Au niveau de la santé mentale, depuis le Covid, ou c'était un peu avant le Covid 2019, je pense qu'au niveau de la fédération, ils ont voulu rendre la santé mentale plus accessible, et donc le métier de psychologue aussi plus accessible et qui fasse un peu moins peur, je pense. Et donc de démocratiser les prix, d'inviter les psychologues à sortir de leur cabinet, de collaborer avec des lieux d'accroche, que ce soit des CPS, des AMO, et aussi d'avoir des approches un peu innovantes, pas juste de face à face et juste parler. C'est vrai, c'est quelque chose qui peut faire peur, même encore aujourd'hui. Hein. Même si on en parle de plus en plus, le mot psychologue, c'est peut-être un mot qui fait peur. Oui, ça renvoie... après, c'est à nouveau j'ai pas de problème ou j'ai pas besoin, ou peur que l'autre... J'en sais rien, les peurs qu'il y a chez chacun ou l'autre. Parce que moi, quand on psychologue, une fois qu'on sait, on dit « Ah, t'as analysé tout ce que j'ai dit », ou comme si j'avais un pouvoir de savoir qui était l'autre. Et non, je leur dis non. Mais après, je me rends compte quand même que si je me rends pas compte que... analyser, en tout cas que j'observe les choses différemment, qu'un naturaliste va observer une forêt, va observer différemment, donc sans doute qu'il y a des choses qui sont là. Mais, et donc c'est ça que j'ai créé Vibration Tisserand, je suis passé en société, et Vibration Tisserand, le Tisserand en hommage, en lien avec le livre Les Tisserands. Et cette question de vibration, c'est quelque chose, en fait, c'est ce que je dis aux écoles, les enfants et les enseignants, en fait, qu'on soit baignés dans quelque chose c'est un bain de vivre ensemble, qu'on soit immergé dedans. C'est pas un apprentissage magistral où avec notre tête, c'est de vivre des expériences, de se baigner dedans. Et puis la vibration, comme ça percole vers d'autres. Et puis si on jette un caillou, moi je vois ces flaques qui s'étendent.
et qui vibre, et pour voilà, transmettre une énergie à d'autres écoles peut-être. Je rêve qu'un jour il y ait des écoles tisserandes, même si j'ai pas envie, parce que sinon ça institutionnalise le truc, et ça je vois pour l'instant c'est tout nouveau, donc il y a cette chance. Moi j'arrive dans les écoles, ils savent pas trop qui je suis pas enseignant, je suis pas du PMS, mais on vient faire des trucs cool, et je pense, et alors ma crainte c'est qu'à un moment donné, oui, il faut formaliser ça, et du coup ça devienne un cours, mais en fait non, c'est pas un cours, et il y a d'autres choses qui se passent. Mais je trouve ça chouette vraiment aussi, il y a plein de bénéfices secondaires. C'est la première année où je finis vraiment, et avec une école notamment où c'était l'école d'Avlanches, où j'étais dans toutes les classes, de la 3e maternelle à la 6e primaire. Chez les plus petits, j'étais 6 fois, je faisais là, c'était du massage entre enfants, donc c'était plus par le mouvement. Donc c'est d'apprendre à faire du bien à l'autre, et en repassant par le corps aussi, et ça aussi, pour certains... Au niveau de la psychologie, le corps n'était pas toujours considéré, mais après, je crois que c'est aussi mon parcours avec le sport, tout ça, le toucher, même dans la famille, pouvoir se faire des câlins, se prendre dans les bras. Ça ne me sort pas de ma zone de confort, et donc j'y vois beaucoup de bénéfices. Mais après, c'est comment on peut apprendre aux enfants à avoir un toucher sain aussi, d'interagir et de demander le droit à l'autre de pouvoir lui offrir un massage. Et donc toute cette question du consentement qui est amorcée quand il y a des petits bouts de 4 ans et demi, 5 ans. Directement, on place cette notion. Elle n'est pas dit, on ne parle pas de consentement, mais c'est juste demander, est-ce que je peux t'offrir un massage? Et donc ils sont trop mignons, évidemment. Ils se penchent, je peux t'offrir un massage? Oui. Et c'est leur donner des outils, parce que plusieurs fois, donc c'est une routine qui est la même partout, de 15 massages. Moi, j'y vais pendant 5 semaines, chaque fois apprendre 3 nouveaux mouvements, et l'idée, c'est qu'ils puissent, avec leur instinct, leur faire tous les jours. Et pendant les massages, au-delà des mouvements, de se poser, mais je les invite chaque fois à demander à leurs copains, est-ce que tu veux que je masse un peu plus fort, un peu moins fort? Et donc aussi bien celui qui pose la question, ça invite à s'intéresser à l'autre et à se dire qu'il fait quelque chose, ce qu'il fait, ça a un impact sur l'autre. Et puis celui qui doit répondre, il doit se recentrer sur son corps aussi. Et il apprend à communiquer. Et il apprend à communiquer. Et donc voilà. Et j'observe une institut aussi, c'est un petit truc, mais je crois que c'est un truc énorme. Après, c'est de voir quel impact, est-ce qu'ils observent une différence sur l'ambiance de la classe ou quoi. Quand on le fait en général, c'est toujours agréable. Après, c'est de voir est-ce que ça se prolonge dans leurs interactions ou pas. Mais c'était une autre institut de 3e maths qui me disait, pendant les 5 semaines, là, oui, même quand ils se demandent davantage pour prendre le marqueur du copain plutôt que de le prendre, ils demandent en fait. Et donc, ça a l'air des choses toutes petites, mais je pense que c'est de réamorcer ça chez les enfants, c'est super important. Tu as toujours eu en toi cette sensibilité aux autres, cette attention aux autres? Aux enfants, en tout cas, oui, je crois. Et déjà, quand moi j'étais enfant, du coup, même en 5e primaire, je crois, je me rappelle, il y avait les rangs de 3e maths, 2e maternelle qui étaient là, et j'aimais bien aller leur dire bonjour. Et puis c'est marrant, c'était l'école du village, du coup, après on a fait du patron, où je les ai animés, certains. Et puis on est devenus animateurs, et puis on est devenus amis aussi. Et donc, il y avait ce rôle de grand frère peut-être que j'aimais bien aussi, ou que j'aimais bien en tout cas dans lequel j'étais, et qui me donnait une certaine place, en tout cas. Et donc c'est cette attention à l'autre, et aux personnes âgées aussi. C'est marrant, même si au tout début, ma première expérience avec une personne âgée, j'ai eu un stress monumental. Je me souviens d'en aller voir une vie. Et mes parents, je pense, dans le lien, dans l'éducation, était quelque chose de très important. Et je le constate aujourd'hui en voyant d'autres familles. En fait, ce n'est pas du tout comme ça dans toutes les familles, mais d'avoir raconté l'histoire de leurs grands-oncles, d'aller rendre visite aux personnes âgées, aux voisins, etc., et de nous emmener avec. Et donc, oui, le lien était quand même toujours là. Et donc, ça me paraissait normal. Mais après, j'observe que ce n'est pas comme ça partout. Mais là, cette fois-là, pour l'anecdote, on passait du côté de Louvain-la-Neuve. Donc, moi, à mon avis, je dois avoir 5-6 ans. Eux, avec côté à Louvain-la-Neuve, et ils voulaient aller dire bonjour à Aïda, qui était une dame qui les avait accueillis pendant jeunes mariés. Ils avaient vécu dans cette maison-là. Et donc, on était, à mon avis, 15 ans après. Et donc, moi, je crois que j'étais tout chaud d'aller frapper à la porte. Et puis, la dame qui ouvre la porte, une vieille dame, ça m'a foutu les boules. Je suis parti, je suis resté en pleurant. Il a fallu le temps, je rentre, j'avais peur. C'était marrant, ça. Il y avait ça aussi avec un voisin qui était en face de la maison. J'avais peur des personnes âgées. Pourquoi ça te fait peur? Je ne sais pas de quoi j'avais peur. Là, c'était physiquement, c'était une vieille madame toute fripée, etc.
Et puis ça a évolué vachement, oui, cette sensibilité à nouveau aux personnes âgées ou avec ma grand-mère. Et à nouveau aussi d'être dans du soin, dans du toucher, dans de l'écoute. Et c'est des moments de vie après, oui. Et elle habitait le village aussi, et des moments... Alors elle n'est plus là, donc je ne sais pas si je vais au-delà de son intimité, mais les dernières années de sa vie, elle était en chaise roulante aussi, et elle en mettait au fauteuil où les aides familiales venaient. Et puis voilà, elle passait ces journées-là, mais elle est restée dans sa maison toute seule jusqu'à la fin. Et c'était pas très loin de chez nous, donc on allait dire bonjour. Et une fois, donc elle souffrait d'encoprésie à ce moment-là, donc je veux dire, elle avait son linge aussi. Et puis une fois, je suis arrivé, et c'était son linge, et elle avait fait dans son linge, donc elle m'a demandé si je pouvais la changer, quoi. Et puis je me souviens, comme on devient. Hein. Et du coup, c'est vrai que j'ai essuyé les fesses de ma grand-mère, et c'était... oui, c'est comme ça, en fait. Et cette question du troisième âge, en fait, c'est ça qui me touche aussi, de qu'est-ce qu'on fait en fait de personnes âgées en fait, les personnes âgées, là, comme si on les mettait à distance, mais c'est nous. Ça, je veux dire, c'est nous. Comme les enfants, c'était nous, mais c'est nous. Les personnes âgées, là, on fait comme une dissonance cognitive, on les met à distance, on va les mettre dans des homes, etc. Mais si on se dit, est-ce que nous, on aura envie d'être là ? Est-ce qu'on a envie d'être là ? Et donc, c'est pour ça, je veux dire, finalement, parler de ça, de ça ou de cette toilette que je lui ai faite, oui, il n'y a pas de... C'est ça que j'aime bien aussi, tu parlais de créer du lien, mais aussi de pouvoir regarder les choses, d'en parler, et pas de protéger ça sous une forme de pudeur. Après, je ne sais pas où on met le curseur, mais parce qu'à l'Oasis, toute cette question de la toilette sèche aussi, donc c'est le lien avec la toilette. Transition. Mais le rapport, à nos matières fécales, qu'est-ce qu'on en fait aussi ? En fait, on tire la chasse et puis ça va où ? En fait, on ne se pose pas la question. C'est plus là. Oui. Mais si c'est pour aller polluer des choses, des cours d'eau, d'autres choses comme ça. Et c'est ça aussi, donc qu'est-ce qu'on met dans nos toilettes ? Et nous, on s'était dit, on va faire une toilette sèche aussi. Là, on voit après, et à nouveau, on est dans l'extrême. Là, aujourd'hui, chaque bâtiment, il y a une toilette sèche et une toilette eau aussi. Il y a une question de confort, pour laisser le choix, et parfois, la facilité. Mais juste pour amener la question, parfois, c'est ça aussi, en fait. On arrive tout doucement à la fin de ce podcast. Et pour clôturer, j'ai quelques petites questions un peu plus, peut-être, tac au tac, entre guillemets. On va voir. Pour toi, de quoi as-tu encore faim aujourd'hui ? De quoi est-ce que j'ai encore faim ? J'ai faim de vivre des moments de plaisir en famille, mais de voir aussi des gens qui ne se connaissent pas, qui se rencontrent. Et donc de paix. Alors c'est peut-être c'est ça, de voir des... Ouais, j'ai faim de ça, de rencontres, et un peu là, plus au niveau perso, d'évolution, de continuer à évoluer, soit physiquement, mais mentalement aussi, relationnellement. Il y a un objectif d'un toi du futur que tu t'es fixé, que tu as en tête, que tu voudrais devenir ? Il n'est pas si précis que ça, mais si, je crois que c'est toutes ces valeurs, ces discours que j'ai pu avoir, valeurs familiales ou même dans le boulot, c'est de me rapprocher, de les incarner, mais physiquement, dans des actions, dans cette posture, c'est de me rapprocher de ça, en équilibre entre sérieux et amusement, relation aux autres, relation à soi. Ce n'est pas une image bien définie, mais... Et de pouvoir dire ce qui me traverse, quoi, assumer qui je suis. Et je crois que l'exercice d'aujourd'hui était vraiment chouette pour ça et aussi. En chemin vers... Et d'être en chemin vers ça, ouais. La question suivante, de quoi as-tu peur aujourd'hui ? De quoi j'ai peur Dernièrement, là, c'était il y a 2 jours finalement, dans tout cet optimisme de dire on fait nos trucs à notre échelle, les relations. Alors je lisais un article sur Trump, et donc toute cette technologie, ces intelligences artificielles, et c'est pas l'intelligence artificielle, je crois, qui me fait peur, c'est surtout l'usage qu'on peut en faire
parce que je crois qu'il y a des livres, je préfère pas trop y penser, mais les limites, la toute-puissance que ça pourrait amener chez certains qui auraient de l'argent, qui auraient le matériel, qui auraient des projets un peu débiles. Ouais, ce qui n'est pas humain te fait peur, peut-être. Mais c'est même pas l'IA, si l'IA est au service, justement, on en reparlait d'amis maraîchers, si l'IA permet de gérer le magasin, mais que eux, ça leur permet d'être en contact avec leurs clients et leurs plantes, ben ça reste un outil. Mais si après, c'est pour... oui, c'est la question de l'asservissement et de la perte de son jugement à soi. Et c'est que c'est un tout petit truc, là, maintenant, on le voit apparaître sur Word, mais en fait, qui nous suggère déjà ce qu'il y a à dire. Et donc, comment ça risque, en effet, de nous appauvrir? Ben, c'est comme sur les GSM. Déjà, le mot s'écrit, c'est trop bien. Oui, mais je ne crois pas qu'on se rend compte de ce que ça peut faire. Ça veut dire qu'on ne doit même plus écrire de mots, plus penser par nous-mêmes. Et donc la peur, si je vais à fond dans ce délire, enfin qui n'est pas tout à fait un délire, mais si je creuse là-dedans, c'est plus ça. Donc c'est la perte de cette liberté et de nous faire croire qu'on est libre, mais en fait, même déjà les pubs, tout ça, en fait, on croit qu'on a besoin d'une chose parce qu'on a été martelé 15 fois sur la journée. En fait, oui, j'ai décidé d'acheter ça, mais je ne crois pas vraiment décider. Et donc c'est ça aussi dans l'accompagnement des enfants, cet esprit critique, cette prise de recul, de prendre conscience de ses émotions, mais de pouvoir s'en décaler aussi, et vraiment se dire pourquoi je fais ce choix-là, et pouvoir regarder ça. Donc la peur, ce serait qu'on soit tous des automates. Qu'est-ce que tu aimerais que tes amis disent de toi? Qu'est-ce que j'aimerais que mes amis disent de moi? Déjà que c'est agréable d'être en ma compagnie, je crois. J'aime bien quand même me dire que ce que je fais ce que je fais peut inspirer ou donner des envies à d'autres, pas pour imiter, mais pour donner de l'audace, donner des envies. Et ce que j'aimerais, mais c'est parce que ça, je le fais pas encore assez, j'ai le sentiment, je le fais pas trop, mais ou d'une autre manière, d'avoir pouvoir être plus attentif ou plus soucieux parfois en termes d'amis, être présent, quoi. Une présence, en fait, dire que je suis présent pour eux, je crois que c'est quelque chose qui me ferait du bien. D'être attentif quand des amis vivent des choses moins agréables, et pour pouvoir avoir vécu des choses parfois moins agréables et d'avoir des personnes qui sont là, qui prennent des nouvelles, ça fait vraiment plaisir. Et donc je crois que c'est important dans les moments plus difficiles, ou en tout cas dans les downs, d'avoir des personnes qui sont autour de nous aussi. C'est quoi pour toi réussir ta vie? Réussir sa vie, de manière générale. Réussir sa vie. Dans mon cas, ce serait... Oui, au moment où... La seconde avant de mourir, de me dire... est-ce que j'ai pu contribuer à un monde meilleur? Donc ça voudrait dire quoi? Où les gens sont plus heureux. Et quand je dis les gens, c'est qu'on n'a pas parlé beaucoup. Mais en lien avec ce qui nous entoure, avec les êtres vivants, qui sont les animaux et la planète aussi. Donc réussir sa vie, c'est se dire, je sais pas, l'image qui me vient là où c'est un peu dans les mythes, mais c'est ces vieux chefs indiens qui, à un moment donné, ont décidé qu'ils pouvaient partir, en fait, parce qu'ils avaient fait ce qui s'était OK. Et donc, je m'en vais mourir, ça fait partie de ma vie, je m'en vais mourir. Et j'y vais et je suis content parce que je laisse ce que je laisse, en fait. Et donc, de parvenir à pouvoir mourir, en fait, il y a quelque chose, pouvoir mourir tranquillement, il y a quelque chose qui me dit, c'est que j'ai bien vécu, en fait, et c'est que j'ai dit ce que je devais dire aux personnes que je devais dire. Et donc ça, j'invite aussi les personnes à pouvoir dire qu'ils aiment les autres personnes, leur dire, s'ils les aiment, de le dire à tout le monde. C'est quand ils le pensent, mais de pouvoir le dire. Donc oui, si je suis prêt à mourir, je crois que c'est que la vie était bonne. Donc voilà. Dernière question, est-ce qu'il y a une phrase, un livre, un film ou même une musique que tu conseillerais à nos auditeurs? J'avais déjà entendu la question avant, donc j'avais déjà réfléchi, mais il y a plusieurs choses. Oui, un dernier roman qui m'a plu, c'est La Révolution bleue de Jean-Pierre Gault. Et du coup, le tome 2 sort ici au mois d'août. Donc j'invite à ça, ça m'a donné, et avec ça aussi, c'est lui qui avait lu le bouquin, mais des impulsions aussi, c'est l'avenir, d'état à l'avenir que nous arrivons, c'est un podcast dérivé de ça, mais donc c'est en fait qu'est-ce qu'on veut faire du monde qui arrive aussi, vraiment. Et donc
Oui, ça me plaît. Au niveau de la musique, les artistes comme HK et Saltimbanque, j'aime bien ces textes. Et Les Tisserands d'Abdenour Bidar. J'invite les personnes à pouvoir le lire. Ça, il me semble assez accessible. Et donc, oui, c'est intéressant. J'ai peut-être une dernière question finalement. Ici, on l'a entendu, tu as quand même plusieurs casquettes, tu as plein de projets en cours. Est-ce qu'il y a des projets futurs ici à court terme ? Oui, il y a des projets. À nouveau dans cette question d'animation, j'ai fait dernièrement je suis en cours d'une formation IAPNA, donc c'est intervention et accompagnement psychosocial par la nature et l'aventure. Donc expérimenter un peu l'itinérance aussi en fait dans l'accompagnement et dans le vivre ensemble. Et donc là on avait un projet, mais à voir si ça va aboutir avec la maison des jeunes de Ciney aussi, pour pouvoir avec la casquette avec Hello, ma compagne, qui a un rapport à l'animal, au cheval, de pouvoir amener les jeunes sur le terrain, en nature, et avec des moments de retour à soi, de retour en groupe. Et tout ça, c'est le prochain projet. Et on a un petit stage avec des plus petits, là, des 8-12, où on va faire ces 3 jours, mais il y aura 2 jours où ils dorment et on va partir en bivouac avec eux. Okay. Donc, toujours orienté vers les enfants. Là, oui, mais c'est un peu plus grand. C'est 3-8. Ici, on a vu que c'est bivouac, c'est les 8-12. Mais avec les adultes aussi. C'est ça. Je parlais des écoles tisserandes tout à l'heure, dans les classes. Mais je pense, je parlais que les enfants soient baignés dans quelque chose, c'est que les adultes qui les accompagnent au quotidien soient baignés dans ce quelque chose aussi et puissent vivre les choses puissent vivre et connaître les choses, pas transmettre un savoir uniquement au niveau cérébral. Et donc là, il y a une journée avec les instituts d'Avlanches qui est prévue. Et j'ai proposé de faire une itinérance aussi en vivant des choses sur cette itinérance et en nous mettant en réflexion, etc. Donc non, les adultes, il y a des choses qui sont très agréables aussi. Donc c'est un peu... Mais je ne sais pas si c'est vraiment un nouveau projet, mais c'est dans la suite et dans cette ambition, ce rêve-là, plutôt d'œuvrer pour la paix et des relations meilleures. Donc voilà. Écoute, on te souhaite bonne chance dans tous tes projets. Merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup pour cette invitation et ce bon moment partagé qui passe très vite finalement. J'espère que cet épisode aura fait vibrer cette lumière fauve qui sommeille en toi. Si cette histoire t'a plu, aime-la, partage-la et fais-la rayonner autour de toi. Retrouve-nous sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur la chaîne YouTube de Ma Télé. Et si toi aussi tu as une histoire à raconter ou que tu connais une lueur fauve dont l'histoire mérite d'être partagée, écris-nous à lueurfauve@matele.be.